Du coup, s'il vous plaît, on va commencer. Vincent va introduire la dernière atelier de ce soir, donc la plénière sur la Révolution russe. Je lui laisse directement commencer, je dirais. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je viens du Québec, du Canada. Alors, je vais vous parler de la Révolution russe de 1917. Et la Révolution russe, c'est rien de moins que l'événement le plus important de l'histoire humaine. Tout à fait. Et parce que c'est la première fois dans l'histoire que les opprimés ont renversé leurs oppresseurs, si on oublie la brève et tragique expérience de la Commune de Paris. Alors, les travailleurs et les paysans russes ont renversé l'appareil d'État tyrannique du tsar de Russie et ils ont commencé à construire la société la plus démocratique de l'histoire et ont entamé la transformation socialiste de la société. Et il y a toutes sortes de calomnies, en fait, qui sont jetées sur les bolcheviks. Mais le parti bolchevique de Lénine et Trotsky, c'était le parti le plus révolutionnaire qu'on ait jamais connu. Et avec leurs idées, les bolcheviks sont devenus un point de ralliement pour les masses et ont fourni la direction politique de la révolution. Ils ont amené les travailleurs à prendre le pouvoir dans leurs mains. Malheureusement, à peu près en une décennie, le pouvoir leur a filé entre les mains, en fait, et le stalinisme s'est imposé. Quant à nous, nous sommes les héritiers des bolcheviks, et en étudiant les leçons de 1917 et du bolchevisme, on peut se préparer à gagner la révolution, ici en Suisse et partout dans le monde. Première question qu'on doit se poser, quelles sont les conditions qui ont amené à la révolution? Alors, l'Empire tsariste était une véritable dictature, un État policier brutal, avec une puissante police politique, avec des espions infiltrés partout, notamment à l'intérieur du parti bolchevique. Les bolcheviks qui ont dû faire du travail clandestin pendant la majeure partie de leur existence. En Russie, c'était l'absence de droits démocratiques. On n'avait pas le droit de vote, le droit de contestation, et aussi les masses étaient extrêmement exploitées. Donc, dans les campagnes, c'était le vieux féodalisme. Les paysans étaient exploités par les seigneurs. Et dans les grandes villes se sont développés très rapidement d'énormes centres industriels avec une classe ouvrière toute nouvelle, qui était très petite quand même, qui formait à peu près 5% de la population. Et ces travailleurs étaient exploités par une nouvelle classe de capitalistes. Et pour couronner le tout, les paysans et les travailleurs ont été lancés dans la Première Guerre mondiale par le tsar, dans cette boucherie, près de 2 millions de morts. La guerre a entraîné des famines, des pénuries. Et on le sait, en fait, souvent les guerres se terminent par des révolutions, où les masses se rebellent contre la classe qui les a amenés à la mort. Et c'est aussi ce qui arrive en Russie. Et donc la révolution finit par éclater à la Journée internationale des travailleuses, ce qui est le 8 mars dans notre calendrier grégorien, mais en Russie, c'était le calendrier julien, donc c'était le 23 février, et c'est pour ça qu'on parle de la révolution de février. Et cette révolution a été commencée par les travailleuses du textile qui ont tiré les ouvriers des usines, ce qui a entraîné une grève générale, et un après l'autre, les régiments de l'armée ont abandonné le tsar, ont changé de camp et ont rejoint la révolution. Et donc, en 5 jours, le régime tsariste est tombé. Les masses se sont débarrassées d'une tyrannie qui durait depuis près d'un millénaire. Dans la révolution de février, et c'est vrai de toutes les révolutions, on voit la puissance des masses, leur courage, leur créativité, leur spontanéité. Et les révolutions, c'est vraiment des événements puissants. C'est les révolutions qui transforment l'histoire humaine. Et ces révolutions ne sont pas créées par les révolutionnaires. Les révolutions ne sont pas planifiées à l'avance. Elles arrivent en fait au moment où on ne l'avait pas prévu. Et même Lénine, avec toute sa clairvoyance et sa compréhension de la situation politique en Russie, 1 mois avant la révolution de février, il nous disait « Nous, de la génération plus âgée, ne vivrons peut-être pas pour assister aux batailles décisives de la révolution qui vient. » Donc Lénine pensait ne pas connaître la révolution de son vivant, et pourtant elle arrive 1 mois plus tard. Et nous, on pense en fait que les masses ne sont pas instinctivement révolutionnaires. En fait, la conscience des gens en général est assez conservatrice.
Et c'est justement parce que la conscience elle est conservatrice qu'il y a des révolutions qui surviennent. Les travailleurs s'accrochent à leurs vieilles idées, à leurs préjugés, et ils tentent de survivre du mieux qu'ils peuvent dans un régime d'oppression. Mais toute cette colère continue à s'accumuler sous la surface. Marx, il comparait ça à une taupe qui creuse ses tunnels sous la surface. On ne la voit pas, la taupe, mais un jour, la taupe, elle sort. Et bien, toutes ces conditions, toute cette colère s'est accumulée, et il y a une éruption. Et c'est ça, la révolution, et on a l'impression que la révolution sort de nulle part. Mais en fait, c'est ça le processus qui amène le développement d'une conscience révolutionnaire, sous le coup des grands événements. Et à ce moment-là, les masses arrivent à dire « assez, c'est assez hein, ». Le statu quo n'est plus soutenable. On ne peut plus laisser les vieux politiciens gouverner comme avant. C'est à nous de prendre notre destinée en main. Trotsky nous disait « L'histoire de la révolution est pour nous avant tout le récit d'une éruption violente des masses dans le domaine où se règle leur propre destinée. » C'est ça la révolution, c'est l'entrée des masses sur la scène de l'histoire. Et pour qu'une révolution soit victorieuse, ce n'est pas suffisant d'avoir tout ce courage, cette créativité, cette spontanéité des masses. Ça forme le moteur de la révolution. Mais il faut pouvoir canaliser cette énergie, et c'est ça le rôle du leadership, de la direction, du parti, de fournir les idées, le plan, le programme de la révolution. En février, les masses étaient assez fortes pour renverser le tsarisme, oui. Mais après, les masses se demandaient un peu, qu'est-ce qu'on fait après hein? C'était pas clair, qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite des choses. Et si on regarde les bolcheviks en février, les bolcheviks étaient en fait en minorité. C'est un parti assez petit et ils n'ont pas pu fournir le leadership à la révolution. Et c'est un peu comme ça que se passent les révolutions en général. Dans le début d'une révolution, les marxistes ne sont pas très populaires. Et c'est là tout le défi d'un parti révolutionnaire, c'est de surmonter sa condition de minorité. Ce que les bolcheviks vont réussir à faire. Et il y a plusieurs partis qui compétitionnaient pour fournir la direction au mouvement ouvrier, notamment les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, qu'on appelle aussi les SR. Donc, eux ont réussi à se mettre en tête de la révolution, mais c'était des partis essentiellement réformistes. Donc, eux n'avaient pas de plan de mener une révolution socialiste. Pour eux, la révolution actuelle ne pouvait pas dépasser le cadre d'une république bourgeoise. Et en fait, ces réformistes n'avaient aucune confiance dans les masses. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que les travailleurs lambda puissent diriger eux-mêmes la société. Pour eux, qui pouvait diriger la société? C'était la bourgeoisie libérale, soi-disant progressiste, hein, l'intelligentsia, les intellectuels, les gens bien pensants. Ils pensaient que c'était donc la bourgeoisie qui devait diriger la société. Et ces partis réformistes vont tout faire pour laisser la bourgeoisie au pouvoir et vont se battre jusqu'au bout pour le pouvoir de la bourgeoisie. Sauf que ces mencheviks et ces SR, même si c'était des réformistes, ils se présentaient comme des socialistes. Et donc c'était très difficile pour les masses de comprendre la nature réelle de ces partis réformistes. Surtout dans le contexte où les bolcheviks étaient en minorité. Et donc les masses vont remettre, parce que les masses avaient le pouvoir en février, mais elles vont remettre le pouvoir dans les mains des partis réformistes, et les partis réformistes vont remettre le pouvoir dans les mains de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie se dépêche de récupérer le pouvoir après le détrônement du tsar, et la bourgeoisie met en place un gouvernement provisoire, un gouvernement capitaliste, un gouvernement qui n'a été élu par personne. Cependant, les masses avaient des demandes très claires. Les masses voulaient la fin de la guerre, voulaient du pain à manger, voulaient la journée de 8 heures, voulaient qu'on enlève la terre aux seigneurs pour la donner aux paysans. Et pour se battre pour ces demandes, les travailleurs et les paysans vont s'organiser. Il va y avoir la création d'abord du Soviet de Pétrograd, et puis les soviets vont se multiplier un peu partout en Russie. Les soviets, c'était un peu comme des comités de grève élargis, des conseils démocratiques formés de représentants des travailleurs et de la paysannerie à travers les soldats. Donc les bataillons envoyaient des délégués aux soviets. Et donc ces conseils, ces soviets, commençaient à prendre dans leurs mains le fonctionnement de la société.
Et dans les faits, le pouvoir était dans les mains des soviets. Le soviet de Pétrograd était très puissant et le gouvernement provisoire, chaque fois qu'il voulait implanter une nouvelle loi ou envoyer plus d'efforts de guerre et tout ça, le gouvernement provisoire devait demander la permission au soviet de Pétrograd. Alors là, la question c'est, alors pourquoi est-ce que le soviet laissait place au gouvernement provisoire? Mais voyez-vous, à la tête des soviets, qui on avait élu? Les mencheviks et les socialistes révolutionnaires. Et ces réformistes, c'est eux qui permettaient au gouvernement d'exister. Et ils disaient aux masses, oui, on va se battre pour vos demandes, inquiétez-vous pas, ça va se mettre en place, donnez-nous le temps. Et donc on avait d'un côté le gouvernement provisoire qui représentait le pouvoir de la bourgeoisie, et on avait de l'autre les soviets qui représentaient le pouvoir des masses. C'était une situation de double pouvoir. On avait en quelque sorte deux États qui existaient en parallèle avec des intérêts diamétralement opposés. Et c'était une contradiction, en fait. Et cette contradiction devait se résoudre d'une manière ou d'une autre. Mais ça va prendre 8 mois pour que cette contradiction se résolve. Et qui maintenait cette contradiction artificielle? Bien justement, c'était les partis réformistes. Au fur et à mesure que les mois avancent, le gouvernement provisoire va montrer sa complète impotence, incapable de répondre aux demandes des travailleurs, et par la bande, ça va discréditer aussi les partis réformistes. Donc tout d'abord, la bourgeoisie ne veut pas mettre fin à la guerre. Hein, la bourgeoisie, le pays en fait, est endetté auprès des alliés, de ses alliés les Français, les Britanniques, les Belges, les Américains. Donc la bourgeoisie ne peut pas dire non à ses alliés et arrêter la guerre. La bourgeoisie ne veut pas dépenser un rond pour payer du pain aux travailleurs. Et pourquoi est-ce que la bourgeoisie ne voulait pas donner la terre des seigneurs aux paysans? Mais parce que la bourgeoisie avait des investissements dans les terres des seigneurs. Et les seigneurs avaient des investissements dans les manufactures. C'est deux classes qui collaboraient en fait. Donc aucune intention de sortir du féodalisme en quelque sorte. Et donc les masses voulaient le pain, la paix, la terre. Le gouvernement ne leur donnait pas. Et de plus en plus les masses réalisent l'importance du gouvernement et ça développe leur conscience révolutionnaire. Et progressivement, les masses commencent à abandonner les partis réformistes et à se tourner vers les bolcheviks. Cependant, ce n'était pas un processus automatique. Les bolcheviks ont pu devenir un point de ralliement pour les masses parce qu'ils avaient les bonnes idées. Les bolcheviks ont été capables d'exprimer de manière consciente les idées inconscientes ou semi-conscientes des masses. Et donc, ça montre le rôle clé d'un parti révolutionnaire. Et il y a deux slogans en particulier qui vont permettre aux bolcheviks de connecter avec les masses, de les gagner à leur programme. Le pain, la paix et la terre, et aussi tout le pouvoir aux soviets. Et c'est pas seulement les travailleurs qui vont subir une transformation radicale dans leur conscience, c'est aussi le parti bolchevique qui va subir une forme de révolution interne. Et ça va notamment être grâce à Lénine, qui va jouer un rôle crucial dans cette révolution interne. Pendant les 2 premiers mois de la Révolution, Lénine est en exil en Suisse. Trotsky, lui, n'est pas encore membre du parti bolchevique, pas avant juillet, et il est aussi en exil jusqu'au mois de mai. Et donc, les dirigeants de seconde zone, si on peut dire, qui organisent le parti, notamment à Pétrograd, c'est qui? C'est Staline et Kamenev, qui dirigent notamment la presse, le journal, la Pravda, et ils vont dire, dans ces articles-là, ils vont dire tout haut ce que le comité central du parti pense. C'est-à-dire qu'il faut soutenir le gouvernement provisoire et que donc les conditions n'étaient pas mûres pour une révolution socialiste. Et donc les dirigeants bolcheviks avec de très mauvaises positions qui étaient en fait très proches de celles des mencheviks. Donc il n'y a rien de surprenant que les masses donnent leur appui aux réformistes, puisque dans un certain sens, les bolcheviks ressemblaient de plus en plus aux mencheviks. Staline et Kamenev vont même proposer de fusionner le parti bolchevique avec le parti menchevique. Et quand Lénine apprend tout ça, de son exil, évidemment il est furieux, il bombarde le comité central de lettres, et finalement il réussit à se rendre en Russie à bord d'un train blindé. Il va tenter d'abord de convaincre les dirigeants bolcheviks, en vain, et il va finalement rédiger
ces fameuses thèses d'avril qu'il va défendre seul devant le Congrès. Qu'est-ce que nous dit Lénine dans ces fameuses thèses d'avril? D'abord, aucune confiance dans le gouvernement provisoire. Les travailleurs, alliés des paysans pauvres, doivent prendre le pouvoir à travers les soviets, ce qui va permettre de donner la paix, la terre et le pain, et de commencer la transformation socialiste de la société comme étincelle d'une révolution socialiste mondiale. Et soit dit en passant, c'est mentionné dans les thèses d'avril, c'est mentionné dans quelques lettres à cette époque, je le mentionne en note de bas de page, en fait, c'était littéralement une note de bas de page dans le texte de Lénine, mais parce qu'on est dans la campagne études communistes, et Lénine proposait que pour pouvoir se distinguer des mencheviks et aussi des dirigeants réformistes de la Deuxième Internationale, il proposait de rejeter le vieux nom de social-démocrate, parce qu'aux yeux des masses, les bolcheviks et les mencheviks formaient encore deux ailes du même vieux parti ouvrier social-démocrate de Russie. Même si dans les faits, ces deux factions formaient des partis indépendants, aux yeux des masses, ce n'était pas si clair. Et donc Lénine propose que les bolcheviks adoptent le nom de Parti communiste. Il nous dit, le moment est venu de changer de linge. Il faut ôter la chemise sale et en mettre une propre. Ne vous accrochez pas à un vieux mot qui est entièrement pourri. Si vous voulez édifier un nouveau parti, tous les opprimés viendront à vous. Et la base du parti bolchevique était très réceptive aux idées de Lénine. Et Lénine va réussir à gagner la base du parti à son programme révolutionnaire. Et finalement, les dirigeants vont finir par se joindre, par se ranger derrière lui. Et donc, les bolcheviks, qui étaient maintenant réarmés d'un nouveau programme révolutionnaire, vont commencer à devenir un pôle d'attraction pour les travailleurs. Donc, en février, on estime que les bolcheviks étaient 8000 membres, et en avril, leur membership monte à 80 000, 10 fois plus gros. Cependant, il faut comprendre que la majorité des travailleurs, et c'est encore plus vrai de la paysannerie, avaient beaucoup d'illusions encore auprès des mencheviks et des SR qui soutenaient le gouvernement provisoire. Donc si les bolcheviks appelaient en avril à renverser le gouvernement provisoire, les masses n'allaient pas comprendre, n'étaient pas rendues à cette radicalité dans la conscience révolutionnaire, et ça aurait condamné les bolcheviks à être une secte en marge du mouvement. On n'était pas prêt à conquérir le pouvoir, il fallait d'abord, comme le disait Lénine, conquérir les masses, les gagner à nos idées. Et c'est pour ça qu'il va lancer ce slogan à l'interne dans le parti, « Expliquer patiemment ». Donc, expliquer patiemment les erreurs des réformistes, des dirigeants réformistes, et expliquer patiemment qu'il faut que les soviets forment un gouvernement révolutionnaire. Et en l'espace de 2 mois, les bolcheviks, avec cette bonne approche, vont devenir majoritaires auprès des travailleurs à Petrograd. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui serait arrivé si Lénine n'était pas là en Russie en avril, justement? Vraisemblablement, les dirigeants bolcheviks auraient continué à soutenir le gouvernement provisoire. Et très probablement que la révolution d'octobre, ce moment crucial, aurait été manqué. Mais Lénine lui-même n'est pas sorti de nulle part. C'est en bâtissant patiemment le Parti révolutionnaire pendant un quart de siècle que Lénine est devenu Lénine. Lénine a construit le parti et le parti a construit Lénine. Et comme Lénine avait construit le parti sur des bonnes bases, avec des bonnes idées, quand il arrive devant le Congrès en avril, le terrain il est déjà fertile pour que ces idées puissent imbiber complètement le parti. Lénine avait réussi à exprimer consciemment les aspirations de la base du parti, qui était beaucoup plus connectée avec la classe ouvrière que le comité central conservateur. Donc l'histoire de la Révolution russe montre le rôle clé d'un parti révolutionnaire. Et cependant, il faut comprendre qu'un parti révolutionnaire dans l'abstrait, c'est pas suffisant. Et le rôle de Lénine montre qu'il faut aussi que ce parti ait une bonne direction politique, les bonnes perspectives, les bonnes idées. Et c'est pour ça que nous, les membres ici de notre organisation, on s'éduque, qu'on fait des écoles marxistes comme en ce moment, pour avoir les bonnes idées. L'histoire de la Révolution nous amène maintenant à l'été 1917, un été chaud, où toutes les contradictions à l'intérieur du régime de février commençaient à devenir intenables. Donc on a la montée des forces révolutionnaires coalisées autour des bolcheviks d'un côté, mais on a aussi la montée des forces contre-révolutionnaires qui commencent à s'organiser.
En juillet, on a ce qu'on appelle les journées de juillet. C'est des manifestations qui durent plusieurs jours. Et les travailleurs de Pétrograd, en fait, sont assez impatients. Ils sont prêts à faire la révolution. Ils sont prêts à mener une insurrection à Pétrograd. Mais ça aurait été assez dangereux, en fait. Parce que le problème, c'est que le restant de la population à l'extérieur de Pétrograd n'était pas aussi radicalisé. Le gouvernement provisoire n'était pas discrédité dans le reste du pays. Et les bolcheviks se retrouvaient dans une situation où si les travailleurs de Pétrograd menaient réellement une insurrection, en fait, ils seraient complètement isolés et la révolution pourrait se faire écraser dans son berceau. Et donc, les bolcheviks vont se mettre à la tête des manifestations pour éviter que ça dégénère, on peut le dire ainsi, en une insurrection qui serait avortée. Mais même à ça, la répression, elle est brutale. Il y a des morts dans les manifestations. Les bolcheviks se font arrêter, emprisonner, et c'est un coup dur pour les forces révolutionnaires. Il faut comprendre qu'une révolution, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des reculs, il y a des périodes de réaction. Parfois, les masses ont l'impression que le pouvoir leur file entre les mains. Dans la presse bourgeoise, les bolcheviks se font traiter de tous les noms, de terroristes, d'assassins, d'agents allemands. Et en même temps, de façon un peu contradictoire, ça va aider les bolcheviks. Parce que chaque fois que les travailleurs font une grève ou une manif, ils se font traiter de bolcheviks par la presse. Donc en fait, les travailleurs se mettent à dire « Ah, ok, donc en fait, c'est ça être bolchevique? Ah, ben, dans le fond, je suis un bolchevique, moi. Donc je pourrais aussi rejoindre le parti bolchevique. » Donc après les journées de juillet, le gouvernement va tomber. Donc le gouvernement était formé à majorité du parti des cadets. C'était la bourgeoisie libérale. Et un nouveau gouvernement se forme. Et ce gouvernement est maintenant majoritairement composé des partis réformistes, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires. Donc c'est avec le gouvernement de Kerensky, qui était un dirigeant du parti SR. Et ça, c'est vraiment un tournant important, parce que dans les mois précédents, les mencheviks avaient soutenu les libéraux, jouant un peu le rôle de second violon, mais maintenant, les mencheviks exercent le pouvoir gouvernemental. Et ils vont tenter par eux-mêmes de préserver le pouvoir de la bourgeoisie. Et ils vont se venger contre les bolcheviks. Ils vont intensifier les calomnies et la répression. Mais il se passe quelque chose d'assez intéressant à ce moment-là. La bourgeoisie, elle, commence à abandonner les mencheviks. Parce qu'en fait, la bourgeoisie réalise que les mencheviks sont beaucoup trop faibles pour être capables de complètement arrêter le développement des forces révolutionnaires. La bourgeoisie n'a plus confiance dans ce gouvernement réformiste de Kerensky. Et donc la bourgeoisie va soutenir les forces contre-révolutionnaires, les monarchistes, l'extrême droite, qui se rassemblent autour du général Kornilov. Donc c'est quand même assez ironique, en fait, de penser que les réformistes ont formé le gouvernement pour servir la bourgeoisie et réaliser la révolution bourgeoise, mais au moment même où ils peuvent vraiment le faire parce qu'ils sont au pouvoir, la bourgeoisie les abandonne. Et ça avait montré, en fait, que le régime de février, ce gouvernement provisoire, avait épuisé son rôle historique et était maintenant dans une impasse complète. Les travailleurs ne soutenaient plus le régime, et la bourgeoisie non plus ne soutenait plus le régime. Les seuls qui croyaient dans leur république bourgeoise, c'était les réformistes, qui vivaient un peu dans les nuages, en fait, là, dans une lubie. Et à ce moment-là, il y a deux voies, c'est une fourche, il y a deux voies qui s'ouvrent. C'est soit d'un côté la révolution socialiste, avec une insurrection menée par les travailleurs, ou de l'autre côté, la contre-révolution qui mettrait au pouvoir, finalement, la dictature du général Kornilov. Et Kornilov va tenter un coup d'État pour renverser Kerensky, et la prochaine étape, c'était indubitablement de s'attaquer à la classe ouvrière. Et à ce moment-là, Kerensky, désespéré, libère les bolcheviks de prison pour que les bolcheviks puissent l'aider à combattre Kornilov. Et les bolcheviks acceptent, en fait, de faire cette alliance temporaire avec Kerensky pour contre-attaquer, parce que oui, la dictature de Kornilov aurait été très désastreuse pour la classe ouvrière. Et donc, les travailleurs réussissent à mobiliser les bolcheviks réussissent à mobiliser les travailleurs révolutionnaires, et ça va détruire le coup d'État de Kornilov. Les forces contre-révolutionnaires sont dispersées, en fait.
Et donc, les masses réalisent tout d'abord que le gouvernement réformiste était incapable de contre-attaquer contre la contre-révolution, mais les masses réalisent aussi comment les bolcheviks pouvaient maintenant mener eux-mêmes la révolution jusqu'au bout. Et donc, le pendule qui avait tourné beaucoup vers la droite pendant l'été va maintenant osciller et aller fortement vers la gauche. Les bolcheviks développent une immense autorité et ils vont grossir très vite. Je l'avais dit, 8 000 en février, 80 000 en avril. Les bolcheviks sont maintenant environ 250 000. On est à peu près en septembre. Et là, il y a des élections dans un soviet après l'autre, et les bolcheviks se font élire à la majorité dans un soviet après l'autre. Le régime, en fait, ne tient plus qu'à un fil, sans le soutien, en fait, ni des travailleurs, ni de la bourgeoisie. Et donc, c'est maintenant le moment d'organiser la prise du pouvoir. Chez les dirigeants bolcheviks, encore beaucoup d'hésitations, des vacillements. On a notamment Zinoviev et Kamenev qui vont même voter contre l'insurrection. Ils étaient terrifiés, ils étaient très pessimistes. Ils pensaient en fait que l'ennemi était trop fort. Ils n'étaient pas capables de voir qu'en fait le régime était déjà en train de s'effondrer. Ils n'étaient pas capables de voir que les travailleurs soutenaient déjà massivement les bolcheviks. Et ils n'étaient pas capables de voir que les travailleurs étaient capables de prendre le pouvoir à ce moment-là. Mais Lénine intervient encore une fois et avec sa clairvoyance, il va être capable de pousser les dirigeants bolcheviks à se montrer à la hauteur de leur mission historique. Dans les 2 semaines qui précèdent l'insurrection du 25 octobre, les bolcheviks vont obtenir l'appui des régiments de l'armée. Un après l'autre, les régiments abandonnent le gouvernement et se rangent du côté de la révolution, du côté des bolcheviks. Les travailleurs, eux, ont eu le temps de réaliser ce qu'il fallait faire en 8 mois et ont compris qu'il fallait que les soviets prennent le pouvoir. Leurs illusions étaient tombées et ils sont devenus plus révolutionnaires que jamais. Et donc, quand survient l'insurrection, en fait, le 3/4 du travail a déjà été fait à l'avance dans ces semaines et ces mois qui précédaient. L'insurrection survient dans la nuit du 24 au 25 octobre, et les bolcheviks, pendant cette nuit-là, vont envoyer des petites cellules de soldats, de travailleurs, de bolcheviks, prendre possession de tous les bâtiments gouvernementaux. Et quand le soleil se lève, Pétrograd est dans les mains des bolcheviks, dans les mains des travailleurs, à l'exception du palais d'hiver où siégeait le gouvernement provisoire, qui va être saisi dans la journée. Et la journée se commence avec l'ouverture du 2e congrès des soviets, où les bolcheviks ont une majorité absolue, et le pouvoir va passer dans les mains du congrès des soviets. Donc l'insurrection venait de se produire, presque sans combat, sans résistance, sans violence. Nos détracteurs nous disent « Ah ouais, mais c'était un coup d'État violent. » Ben non, pas du tout. L'insurrection n'a pas été menée par une petite clique qui a usurpé le pouvoir. Mais non, c'était les travailleurs eux-mêmes qui ont organisé ça parce qu'ils avaient pris conscience qu'ils devaient prendre le pouvoir. Il faut rappeler que le gouvernement provisoire a été élu de personne, tandis que les soviets, eux, sont formés, c'est une démocratie directe, ils sont formés des représentants des travailleurs, des soldats et des paysans. Et donc oui, la prise du pouvoir s'est faite presque sans violence. En fait, ça ressemblait plus à une genre de descente de police dans un bar, une opération de police, en fait. C'est un peu ça, l'insurrection. Et quand on va prendre le palais d'hiver, ben, tout le monde se rend, en fait. Pas de violence. En février, il y a eu un peu plus de violence, en fait. C'était des manifs spontanés et tout. Il y avait eu 1500 morts en février. Mais en octobre, presque pas de violence. Pourquoi? Parce que plus personne ne voulait défendre le régime de février. Parce que les masses étaient organisées et conscientes, et parce que les bolcheviks avaient gagné la majorité des travailleurs à leur cause. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu plus de morts dans le tournage du film sur Octobre, 10 ans plus tard. Donc le film tourné par Sergei Eisenstein, il y a eu plus de morts, des accidents en fait, quand ils ont tourné la scène, que pendant l'insurrection. Et donc maintenant, le Congrès des soviets a le pouvoir, met en place un gouvernement révolutionnaire. C'est en fait un gouvernement de coalition qui est formé des bolcheviks et aussi des socialistes révolutionnaires de gauche. Dans le Congrès des soviets, les SR scissionnent en deux, et les SR de droite et les mencheviks claquent la porte du Congrès
Parce que pour eux, en fait, il faut redonner le pouvoir à Kerensky. Hein, c'est le vrai pouvoir légitime, parce que c'est la bourgeoisie qui doit être au pouvoir, pas question de faire la révolution socialiste. Et qu'est-ce qu'ils font, les SR de droite et les mencheviks, après avoir claqué la porte? Un coup d'État! Dans les jours qui viennent, ils organisent un coup d'État contre les bolcheviks et les SR de gauche. Puis par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejoindre les armées blanches, donc la contre-révolution. C'était le parti de la démocratie, je crois, non? Et à ce moment-là, ben, la révolution, là, c'est une traînée de poudre. Hein? Ça commence à Pétrograd, ça suit à Moscou, et ensuite la révolution s'embrase un peu partout. Les soviets prennent le pouvoir dans toutes les villes de Russie. Les seigneurs vont être expropriés, les terres sont données aux paysans. Dans les mois qui suivent, les capitalistes sont expropriés des usines, les travailleurs commencent à instaurer une démocratie directe sur le milieu de travail. Le nouveau régime révolutionnaire met en place une série de réformes, je peux en nommer quelques-unes. C'est le premier pays à donner le droit de vote aux femmes, premier à légaliser la légalisation de l'avortement. Au Canada, la légalisation de l'avortement, c'était en 1988, 71 ans après l'URSS. Le gouvernement révolutionnaire donne aussi le droit au divorce, la décriminalisation de l'homosexualité, le droit à l'autodétermination des peuples. Et donc les masses opprimées de Russie commencent la transformation socialiste de la société et le processus pour abolir les classes. Et la révolution russe a vraiment été une étincelle qui a embrasé des mouvements révolutionnaires partout dans le monde. Donc dans les années qui suivent, il va y avoir des révolutions partout en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Finlande, en Bulgarie. Il y a même des mouvements révolutionnaires en Amérique du Nord. Même à Montréal, d'où je viens, il y avait une grève générale en soutien aux bolcheviks en 1919. Et c'est justement pour cette raison que la révolution mondiale était en train de s'embraser, que les puissances impérialistes doivent se dépêcher de détruire le communisme dans son berceau. Et c'est pour ça qu'ils vont envoyer des 21 armées étrangères, 21 armées impérialistes pour envahir l'URSS. Ils vont la plonger dans une terrible guerre civile. Et les impérialistes vont se joindre à l'armée blanche. C'est qui l'armée blanche? Ben, c'est les forces contre-révolutionnaires, hein, qui étaient d'abord autour de Kornilov, mais ils vont se réorganiser. Ça, c'est l'extrême droite, c'est les monarchistes. Mais ils sont rejoints aussi par la bourgeoisie libérale, et ils sont rejoints aussi par les réformistes soi-disant socialistes, hein, les mencheviks et les SR. Donc c'est vraiment toute une coalition de forces, en fait, contre le pouvoir des travailleurs. Et malgré, en fait, on peut difficilement s'imaginer comment les travailleurs ont pu remporter cette victoire en 21 armées. Et pourtant, les travailleurs et les paysans de Russie vont gagner cette guerre, en fait. Et vont fomenter des mutineries dans les armées étrangères grâce à la propagande politique. Donc, malgré que l'URSS est victorieuse, elle sort, en fait, de la guerre épuisée. L'économie est détruite, c'est la misère. Et aussi, les révolutions qui se sont produites ailleurs ont toutes échoué, en fait. Et donc, l'URSS se retrouve isolée sur elle-même dans des conditions d'immense arriération économique. Et c'est dans ces conditions que va émerger la bureaucratie stalinienne, qui va usurper le pouvoir des travailleurs et vont détruire la démocratie ouvrière et instaurer une dictature totalitaire. Et les staliniens vont renverser la plupart des acquis, des réformes de la Révolution d'octobre. Et c'est ainsi que la marche vers le socialisme est interrompue. Et à travers les grandes purges, les procès de Moscou, ben, les staliniens ils vont détruire physiquement ce qui restait du parti bolchevique de Lénine et Trotsky. Donc, malgré que le pouvoir a échappé aux mains des travailleurs russes, ces travailleurs nous ont montré qu'il est possible pour nous, les opprimés, de renverser nos oppresseurs et d'entamer la révolution communiste mondiale. Et c'est grâce aux idées du parti bolchevique, justement, que les masses ont pris conscience qu'elles devaient prendre le pouvoir. Donc, sans le parti bolchevique, ces idées-là, en fait, n'auraient pas rejoint les masses ou auraient rejoint les masses trop tardivement et l'opportunité d'octobre aurait été manquée. Mais aussi, sans Lénine, le parti bolchevique aurait probablement refusionné avec les mencheviks et aurait continué à soutenir le gouvernement provisoire. Donc, cependant, la direction révolutionnaire qui a été fournie par les bolcheviks et Lénine n'est pas sortie de nulle part. En fait, on ne peut pas improviser un leadership révolutionnaire dans le contexte d'une révolution.
Hein, il faut le préparer à l'avance. Demain, on va parler de la révolution allemande qui montre un peu qu'est-ce qui arrive quand on improvise la construction d'un leadership révolutionnaire. Spoiler, ça marche pas. Et en fait, les bolcheviks, eux, ont patiemment construit leur parti pendant un quart de siècle. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à leur début, les bolcheviks? Ils organisaient des cercles de lecture, des cercles de discussion, ils recrutaient des camarades, un à un, ils les formaient pour devenir des cadres marxistes, ils intervenaient dans les mouvements des travailleurs, des jeunes, ils diffusaient leur journal pour amener leurs idées au mouvement. Et c'est en bâtissant le parti que les bolcheviks sont devenus des leaders à l'intérieur du mouvement ouvrier. Être communiste, c'est être en minorité pendant la plupart de sa vie. Sûrement que vous avez cette expérience-là, vous avez l'air un peu du weirdo, du bizarroïde sur son milieu de travail ou sur son campus, celui qui parle tout le temps de communisme, qui n'arrête pas de vendre son journal à tout le monde. On a l'impression d'être vraiment un extraterrestre, isolé de tout le monde. Mais c'est normal. Mais c'est comme ça qu'en fait, au fil du temps, on crée un ancrage dans son milieu. Et quand les grands événements surviennent, par exemple quand des travailleurs entrent en grève ou quand le gouvernement s'attaque à leurs conditions, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a une oreille qui devient attentive. Et c'est à ce moment-là qu'on peut amener les idées révolutionnaires. Mais s'il n'y a aucun révolutionnaire à côté d'eux pendant que l'oreille elle est attentive, c'est quel discours que les travailleurs vont entendre? C'est celui des dirigeants réformistes, des dirigeants syndicaux, et ça va entraîner une démoralisation des travailleurs. Donc si les communistes sont présents en grand nombre et sont bien formés dans les idées marxistes, et savent comment parler aux travailleurs, c'est à ce moment-là qu'on peut leur amener nos idées. Et donc quand les opportunités se présentent, un parti de type bolchevique peut devenir un point de ralliement pour les travailleurs. C'est vrai pour notre collectif, mais c'est vrai aussi pour chaque individu. Donc, en 1917, en fait, l'anecdote, un peu l'histoire qui se raconte, c'est qu'un bolchevique sur son milieu de travail, en 1917, était capable de gagner tous ses collègues au programme révolutionnaire. Donc, c'est aussi le rôle d'un individu, ou d'une équipe d'individus dans son milieu, qui peut devenir un point de ralliement pour tous ses collègues. Et c'est grâce à ce travail patient de construire le parti que les bolcheviks, en 1917, sont passés de 8000, un très petit parti sur une population de 150 millions, à devenir un parti de masse de 250 000 membres. Et pour conclure, on peut se demander, c'est quoi en fait un parti de type bolchevique? C'est l'organe qui permet d'accélérer l'avènement d'une conscience révolutionnaire chez les travailleurs et de les préparer à la prise du pouvoir. Un parti de type bolchevique, c'est l'organe qui permet de canaliser l'énergie combative des masses pour renverser le capitalisme. Bâtir un parti bolchevique, c'est bâtir l'état-major de la révolution, de construire les scientifiques de la révolution. Quant à nous, nous sommes entrés dans une période de crise du capitalisme, et donc nous sommes aussi entrés dans une période révolutionnaire. Et on se retrouve en fait dans une situation qui est très similaire à celle des bolcheviks. Et il faut nous préparer à changer le cours de l'histoire. Donc on peut obtenir l'écoute des masses dans la période qui s'en vient, mais pour y arriver, il faut au préalable construire notre organisation révolutionnaire. Nous, on est les héritiers des bolcheviks, on est les héritiers de la révolution d'octobre, la révolution la plus démocratique et la plus populaire de l'histoire humaine. C'est la révolution où les marxistes ont conquis les masses et où les masses ont conquis le pouvoir. 1917, c'est notre révolution.